Bienvenue sur Ivanka, dimanche 24 janvier. Bonjour à tous, il est 13h à Tel Aviv, à la une de l'actualité. Snowzilla, le monstre des neiges, a frappé la côte est des États-Unis. Au moins 20 morts dans un bilan toujours provisoire, la plupart dans des accidents de la route. New York reste totalement paralysé ce dimanche, la circulation y est interdite. Le maire de la ville parle d'une des pires tempêtes de l'histoire. En Europe, la crise des migrants, toujours à la une manifestation dégénère hier à Calais. En Allemagne, les agressions sexuelles auraient touché beaucoup plus largement le pays. Et aux Pays-Bas, un député distribue gratuitement des gaz lacrymogènes. On voit ça dans le détail dans un instant. Et puis à la une ce dimanche, c'est François Hollande qui est arrivé en Inde pour une visite de 3 jours. Objectif business, le président espère finaliser la vente de 36 Rafale, mais admet que la signature des contrats prendra du temps. Enfin, l'histoire du jour, celle d'un sosie. Il est israélien, il grime George Clooney dans une publicité pour une autre marque de café. Résultat, Nestlé traîne en justice son concurrent israélien pour avoir parodié son égérie. La bataille des Clooney, on voit ça dans ce journal. C'est donc une tempête de neige historique rebaptisée Snowzilla. Elle est plus grave que prévu. La côte est des États-Unis reste totalement paralysée ce matin et le bilan, toujours provisoire, s'élève à au moins 20 morts. Océane Nicole. La côte est des États-Unis totalement paralysée. La neige tombe sans discontinuer depuis l'arrivée de la tempête Jonas. L'état d'urgence est décrété dans plusieurs États. Les 85 millions d'Américains concernés sont invités à ne pas sortir de chez eux. Si vous devez récupérer vos enfants, faites-le dès maintenant. Rentrez à la maison. Si vous avez quelque chose à faire de toute urgence, faites-le et rentrez à la maison. Sinon, il n'y a aucune raison que vous soyez dehors. C'est l'une des pires tempêtes de neige de l'histoire de New York. La neige, le verglas, des inondations et du vent allant jusqu'à 80 km/h rendent les routes impraticables et dangereuses, causant plusieurs accidents. Des accidents parfois mortels. La tempête Jonas a déjà fait plusieurs victimes dans 9 États américains. Et si la consigne est de rester au chaud, certains Américains bravent l'interdit. C'est génial. C'est quoi que tu préfères? C'est qu'il n'y a pas l'école. Et la luge, tu aimes bien? C'est trop bien aussi. La côte atlantique collectionne les coupures de courant, plongeant près de 67 000 personnes dans le noir. La partie aérienne du métro a été fermée dans la capitale et plus de 3000 vols ont été annulés dans les 3 aéroports de la région. Aucun avion n'atterrit ni ne décolle. L'économie américaine est donc au ralenti. Les magasins sont désertés. Les pièces de théâtre, les concerts et les comédies musicales ont été annulées pour la plupart. Voilà, et comme prévu, New York reste totalement paralysé ce dimanche. Je vous le disais, la circulation y est tout simplement interdite. Sur place, la correspondance de David Benaïm. C'est le calme pendant la tempête ici à New York. Les rues sont désertes. Le maire Bill de Blasio a ordonné l'interdiction à tous les véhicules de circuler sous peine d'arrestation. Seuls les chasse-neige et les services d'urgence sont habilités à braver les rues. On a le sentiment d'être dans une ville fantôme pour la ville qui ne dort jamais. Ça fait un énorme contraste avec tous les autres jours de l'année. Les théâtres, les cinémas, les spectacles de Broadway ont tous fermé leurs portes. Les rencontres sportives n'ont pas eu lieu hier soir et rares sont ceux qui ont défié la tempête pour construire des igloos. La neige tombe au rythme de 8 cm par heure et on attend jusqu'à 80 cm ici dans le sud de Manhattan où je me trouve. Les vents violents ont provoqué l'évacuation forcée de nombreux résidents sur les côtes de Long Island et du New Jersey qui risquaient des vagues dangereusement hautes suivies d'inondations. C'est l'état d'urgence dans 11 États de la côte Est affectant 85 millions d'Américains par des chutes de neige pouvant atteindre les 1 mètre en moins de 12 heures par endroit. Plus de 220 000 personnes sont restées la majeure partie de la journée de samedi sans chauffage et sans électricité. Plus de 1200 accidents de la route ont été répertoriés, causant la mort d'au moins 12 personnes. Côté transport aérien, les avions sont cloués au sol à Washington, Philadelphie et dans les 3 aéroports de la région de New York. 8600 vols ont été annulés et les perturbations devraient affecter les passagers au moins jusqu'à la fin du week-end. Difficile de dire encore si la tempête Jonas a battu les records. Les météorologues la placent déjà dans le top 5 des blizzards les plus rudes jamais enregistrés. Enfin, sur les médias sociaux, les internautes ont déjà pris les devants pour donner leurs sentiments, postant les images accompagnées des hashtags Snowzilla et Snowpocalypse. Et c'est le sentiment général ici que nous venons de traverser un monster storm, une tempête monstrueuse.
Voilà, tempête monstrueuse et historique aux États-Unis, dans une bien moindre mesure. Une autre tempête s'abat cette fois sur Israël en ce moment. La neige pourrait s'inviter à Jérusalem dès demain, alors que le mont Hermon est déjà recouvert d'un large tapis blanc. Gabriel Nolin. Tempête et neige sur Israël. Une vague de froid balaye le pays. Au menu, pluie, orage et vent violent. Une femme a même été blessée à Ramat Gan par un arbre. Les fortes précipitations risquent d'entraîner des inondations dans l'Est, notamment avec la possibilité de débordement de cours d'eau. Tandis que dans les hauteurs, il neige. Et beaucoup. Déjà 10 cm de neige sont tombés sur la piste de ski du mont Hermon. La station ainsi que les routes avoisinantes ont même dû être fermées. La neige devrait gagner du terrain progressivement et toucher les sommets de plus de 900 mètres d'altitude dans le Golan et en Galilée, jusqu'à atteindre Jérusalem mardi et d'autres villes du centre. Il n'est toutefois pas encore certain que la ville sera couverte de blanc. Il est possible que la neige fonde rapidement. La tempête devrait perdre son intensité lundi, mais la vague de froid risque de durer jusqu'à la fin de la semaine. Allez, retour en France, dans le reste de l'actualité de ce dimanche, ce nouveau débordement dans la ville de Calais. 2000 manifestants étaient dans les rues hier en soutien aux migrants. La police a dû intervenir et évacuer certains d'entre eux montés à bord d'un ferry. La maire de la ville en appelle désormais au gouvernement. Ils expriment leur solidarité et dénoncent les conditions d'accueil dans des campements provisoires. Plus de 2000 personnes se sont rassemblées à Calais en soutien aux migrants désireux de rejoindre les côtes britanniques. Réfugiés bienvenus, ouvrez les frontières et laissez-les rentrer. Plusieurs collectifs de sans-papiers, des militants d'extrême gauche et des altermondialistes brandissaient ces pancartes. Ils appellent le gouvernement à prendre des mesures d'accueil supplémentaires. On ne peut pas laisser cette situation perdurer ici. C'est-à-dire que les gens vivent dans des conditions inadmissibles, indignes. Moi j'appelle M. Manuel Valls, M. Cazeneuve réellement de prendre toutes les mesures qu'il faut pour régulariser cette situation, ça c'est la première chose, mais dans un premier temps très vite que ces gens-là aient des conditions dignes de vie. C'est la solidarité avec les personnes qui sont exilées, qui essayent de rejoindre l'Angleterre et qu'on devrait laisser passer plutôt que de les enfermer avec des barbelés et tout ça, c'est pas possible. Le nombre croissant de migrants entrés sur le sol européen rend plus difficile la sécurisation des infrastructures et les moyens engagés par le gouvernement français sont insuffisants. Dans la jungle de Calais, des milliers de migrants vivent dans des conditions de vie insalubres. Les migrants ont de graves problèmes ici parce que la jungle, c'est pour les animaux. Mais les humains vivent aussi, c'est un gros problème pour nous. Ils doivent prendre des solutions pour les migrants parce qu'ils ont de gros problèmes pour les conditions de vie et d'hygiène. Plus de 4000 migrants venus majoritairement d'Afrique de l'Est, du Moyen-Orient et d'Afghanistan s'entassent dans la jungle de Calais, considéré maintenant comme le plus grand bidonville de France, dont l'ONU critique les conditions de vie et d'hygiène. Ce samedi, des dizaines d'entre eux ont forcé le passage et ont embarqué illégalement dans un ferry en direction de l'Angleterre. Les forces de l'ordre ont dû fermer temporairement l'accès au port pour évacuer les migrants regroupés à l'avant d'un navire. 24 interpellations ont été signalées par la police. Et la crise des migrants n'épargne aucun pays européen. En Allemagne, un nouveau rapport indique que la vague d'agressions sexuelles serait beaucoup plus étendue qu'annoncée. Lise, elle aurait touché beaucoup de villes allemandes le soir du Nouvel An. Oui, jusqu'à maintenant, on parlait surtout de Cologne et un peu plus marginalement de Hambourg. Eh bien, plusieurs médias allemands l'ont affirmé avec un rapport de la police judiciaire allemande à l'appui. Le soir du Nouvel An, au moins 12 des 16 Länder, les régions allemandes, ont été touchées par ces agressions qui ont visé quasi exclusivement des femmes. Les coupables étaient souvent d'origine étrangère, âgés de 17 à 30 ans. Et c'est la Rhénanie du Nord-Westphalie qui a été la plus affectée avec 1076 plaintes. Mais il y en a eu aussi en Hesse, en Bavière et même à Berlin. Pour le moment, la police allemande n'a pas confirmé ces chiffres. Alors, l'Allemagne tente de répondre à cette crise et pour gérer l'afflux de migrants, on s'arrête sur un guide de bonne conduite. Mais on va le voir, il est très controversé. Oui, un guide qui aborde toutes les règles de vie en communauté. Alors, on a 14 dessins qui sont légendés en arabe, en français et en anglais. Il a été publié par la radio et la télévision publique bavaroise. On y voit des scènes de la vie courante, mais aussi des comportements violents barrés d'une croix orange. Donc on apprend en fait aux migrants à ne pas, par exemple, battre leurs enfants, à ne pas harceler et toucher les femmes allemandes dans la rue ou encore à frapper les homosexuels. Et face à ce guide un peu simpliste, l'architecte libano-britannique Karl Charot lui a publié son propre guide sur Twitter à l'attention des Européens.
avec par exemple l'interdiction de bombarder ou encore d'envahir les pays du Moyen-Orient. Voilà, autre pays d'Europe touché par cette crise migratoire, ce sont les Pays-Bas avec une initiative plutôt provoque d'un député. Oui, c'est le député d'extrême droite Geert Wilders qui a distribué de fausses bombes lacrymogènes à des femmes dans la rue pour se défendre contre ce qu'il appelle les bombes à testostérone islamiques. Il a profité d'un rassemblement dans l'ouest du pays pour marteler son message contre ce qu'il qualifie d'invasion islamique. Pour lui, son pays doit fermer ses frontières. Quelques dizaines de femmes étaient là et ont protesté en disant « Wilders est un raciste et pas un féministe ». 10 d'entre elles ont été interpellées. Voilà pour cette crise migratoire qui touche l'Europe. Merci Lise. Et toujours concernant les migrants, on s'éloigne un instant du vieux continent avec ce chiffre. 27, c'est le nombre de demandeurs d'asile que le Japon a accepté durant toute l'année 2015. 27 migrants seulement, 99,5% des demandes ont été tout simplement refusées. Une goutte d'eau pour ce pays de plus de 125 millions d'habitants. Voilà, autre titre à la une de l'actualité ce dimanche, c'est cette visite de 3 jours de François Hollande en Inde. Il a débuté ce dimanche. L'objectif, très clair, business. Johanna Citruc du service éco, vous êtes avec nous. L'enjeu principal de ce voyage, la signature d'un contrat pour 36 Rafales. Oui, François Hollande a donc 3 jours pour vendre ces 36 Rafales. Pourtant, si les négociations sont en bonne voie, les chances de finaliser cet accord sont assez faibles pendant cette visite. Le problème, c'est qu'il y a toujours quelques petits désaccords sur les aspects techniques, notamment sur le prix, puisqu'un Rafale coûterait environ 200 millions d'euros. C'est pas rien, ça mérite quand même quelques négociations. Et puis, il y a aussi le lieu où vont être construits ces avions. Forcément, la France veut que ce soit en France et l'Inde veut que ce soit en Inde, au moins une partie, puisque une telle construction permettrait de créer beaucoup d'emplois. Voilà, et l'Élysée reste prudent ce matin, ça prendra encore du temps, ce sont les mots utilisés. D'autres contrats, en revanche, devraient être signés. Oui, en tout, une cinquantaine de chefs d'entreprises françaises font également partie du voyage. Il y a par exemple les patrons d'Alstom, d'Areva, d'EDF, Lafarge ou encore Suez Environnement. Tous veulent profiter du dynamisme économique de l'Inde. Selon le FMI, en 2015, la croissance devrait atteindre 7,5%, donc dépasser la croissance de la Chine. Et le pays a besoin d'aide, notamment au niveau urbain, au niveau développement urbain, pas loin de 700 milliards d'euros sur 20 ans selon Paris. New Delhi a par exemple lancé un projet qui s'appelle Smart City, c'est-à-dire la construction de villes intelligentes, un programme qui va probablement intéresser les entreprises françaises. Donc d'autres contrats vont probablement être signés pendant ces 3 jours de visite. Voilà pour cette visite indienne du président. Merci Johanna. Et immédiatement rentré d'Inde, le président français recevra à Paris cette fois son homologue iranien Rouhani. Il est donc attendu à Paris mercredi. Une visite qui intervient dans un contexte favorable pour Téhéran puisque les sanctions occidentales viennent d'être levées et cette étape française devrait se conclure par la première commande commerciale d'envergure pour l'Iran. On parle de 114 Airbus. Il est 13h14 dans quelques secondes à Tel Aviv, l'essentiel de l'actu avec vous Eleanor Veil. Et oui, à commencer par cette élection présidentielle au Portugal, une élection sans réelle surprise puisque c'est sans doute l'ancien président du Parti social-démocrate de centre-droit, Marcelo Rebelo de Sousa, qui va remporter ce scrutin loin devant son adversaire de gauche. Seul inconnu qui reste à l'équation, sera-t-il élu dès le premier tour? Selon les derniers sondages, il est crédité de 52 à 55% des voix. Et puis changement de ton surprenant des États-Unis envers le gouvernement d'Erdogan. En visite officielle en Turquie, le vice-président américain Joe Biden dénonçait la veille les dérives autoritaires du gouvernement turc. Mais au cours de son entretien avec le Premier ministre, il a dénoncé cette fois la menace que constitue le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Une menace, a-t-il dit, aussi importante que celle de Daesh. Il n'a pas encore fait d'annonce officielle, mais peu de doutes subsistent. Michael Bloomberg pourrait très prochainement annoncer sa candidature à l'élection présidentielle américaine en tant qu'indépendant. Une rumeur relayée par le New York Times qui s'appuie sur l'entourage de l'ancien maire de New York. Il se serait par ailleurs donné jusqu'à mars pour prendre sa décision. Voilà pour les titres. Merci Eleanor. Tout de suite, un coup d'œil à la météo de ce dimanche.
Autre info à retenir dans l'actualité de ce dimanche, c'est la guerre qui ne connaît pas de répit en Syrie. Au moins 47 personnes, dont 9 enfants, ont été tuées hier dans des frappes aériennes menées vraisemblablement par les bombardiers russes. Dans le viseur, les alentours de Deir az-Zor. Vous le savez, c'est cette province récupérée par Daesh. Un renforcement de ces frappes russes, alors que demain doivent démarrer des négociations, des discussions indirectes entre le régime syrien et l'opposition sous l'égide des Nations Unies. Mais voilà, le coup d'envoi des débats pourrait être reporté de quelques jours. Après plus d'une semaine de manifestations et un couvre-feu prolongé, la Tunisie tente de restaurer le calme ce dimanche. Le Premier ministre appelle à la patience, sans pour autant annoncer des mesures concrètes pour s'attaquer au chômage. Le chômage, c'est la source de cette grogne sociale qui s'est abattue sur le pays. Explication, Gabriel Nolin. Après 2 nuits de couvre-feu, retour au calme précaire en Tunisie. Dans la ville de Kasserine, d'où sont parties les contestations, des équipes de nettoyage volontaires se sont attachées à effacer les traces des heurts. Pas de manifestation ce dimanche pour dénoncer le chômage et la précarité dans le pays. L'ampleur de la mobilisation et les violences qui ont éclaté en marge des rassemblements ont poussé le gouvernement à imposer un couvre-feu et à organiser une réunion de crise et un conseil des ministres extraordinaire samedi. Pas de mesures concrètes énoncées par le Premier ministre, mais un appel à la patience. Selon le gouvernement, les résultats des réformes déjà prises vont mettre du temps à être perceptibles. La question soulevée à Kasserine est due au fait que nous avons trouvé des solutions pour certaines des personnes, mais pas pour tout le monde. Il faut que les gens comprennent, les solutions existent, mais il faut un peu de patience et d'optimisme. La démocratie exige d'être protégée, c'est la responsabilité du pays de la protéger. Ce que je voudrais affirmer, c'est que je ne renoncerai pas à cette transition démocratique, à cette jeune démocratie. La Tunisie est le seul pays du printemps arabe à avoir réussi sa transition démocratique, mais de lourds problèmes économiques persistent. Le secteur du tourisme peine à redémarrer, ce qui ajoute à l'instabilité de cette jeune démocratie frappée de plein fouet par le terrorisme. Le président français François Hollande a annoncé un plan d'aide d'1 milliard d'euros vendredi à son voisin d'outre-Méditerranée. Il reste à espérer pour les 15% de chômeurs de Tunisie que la reprise de la croissance ne se fera pas trop attendre. Dans l'actualité israélienne de ce dimanche, cette nouvelle maison de la discorde à Hébron. Le procédé est souvent le même. Des militants nationalistes investissent une habitation palestinienne dont ils se réclament propriétaires. Mais cette fois, un accord de dernière minute aurait été trouvé. Explication, Mathias Inbar. Allez en avant, entre. Les maisons de la colère. L'entrée y est rapide, le pas pressé. Jeudi dernier, des résidents des quartiers juifs de Hébron pénètrent dans 2 appartements qu'ils affirment avoir achetés à un Palestinien. Une installation qui passe mal, tout d'abord sur le terrain avec des affrontements entre Israéliens et Palestiniens. Mais c'est surtout du côté politique que la polémique enfle. Car sur ordre du ministre israélien de la Défense, la police des frontières et l'armée évacuent mini-militari les lieux. Levée de boucliers de la droite, plusieurs députés du Likoud, le parti du Premier ministre, et du Parti national religieux, déserteront ce lundi la séance de la Knesset, le Parlement israélien. Binyamin Netanyahou et Moshe Ya'alon, le ministre de la Défense, justifient leur décision. Je soutiens les implantations et j'apprécie ces résidents qui se tiennent face au terrorisme avec courage et détermination. Mais nous sommes tenus de respecter la loi. L'État d'Israël est un État de droit et je n'ai pas l'intention de trouver un compromis lorsque la loi est violée. Dans le cas des maisons à Hébron, la loi a clairement été violée. Lorsque vous voulez occuper une maison, il y a des étapes légales à respecter. Aucune d'entre elles n'a été respectée. Et c'est pour cette raison que ces occupants ont été expulsés. Depuis, le ministre de la Défense a autorisé la rouverture que d'une seule maison, seule condition que la porte d'entrée ne puisse être accessible que du quartier juif pour éviter les affrontements avec des Palestiniens. L'un des propriétaires affirme que cet achat a été fait légalement, sauf qu'un décret présidentiel palestinien interdit la vente de biens immobiliers à des juifs. Dans ce genre de cas, les transactions ont alors lieu dans le plus grand secret. Voilà, c'est une affaire que vous suivez pour nous, Mathias Inbar. Est-ce que sur le terrain, l'incident est clos ? Pour l'instant, non, tout simplement parce que les résidents de ces implantations, justement de cette implantation juive au cœur de Hébron, n'est pas disposé à uniquement n'occuper qu'une seule maison, parce que, je viens de le dire, Moshe Ya'alon a autorisé la rouverture qu'une d'une seule maison, et en plus, avec des conditions que refusent ces occupants, à savoir uniquement être ouverts sur le quartier juif et non pas sur la rue principale.
proposition rejetée par ses habitants, mais également par les Palestiniens qui, pour eux, il n'y a jamais eu acquisition, tout simplement parce que, je viens de le dire également, il y a un décret présidentiel palestinien. Pour eux, il n'y a pas eu acquisition, mais en même temps, il faut le savoir, il y a une enquête en cours sur le terrain et les Palestiniens disent que si effectivement il y a eu acquisition, eh bien le responsable risque jusqu'à la prison, voire pire. Alors sur le terrain, la querelle se poursuit au niveau politique. Pareil. On est en pleine mini-implosion de la coalition à l'heure actuelle. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que le camp de la droite nationale religieuse, le foyer juif, mais également les éléments les plus radicaux du Likoud, accusent Moshe Ya'alon de tourner le dos à ses propres électeurs, aux électeurs de la droite et surtout aux habitants donc, de ces implantations. Ils demandent quasiment un ultimatum au Premier ministre, à savoir que le ministre de la Défense ne soit plus le seul à autoriser les permis de construire, le gel des permis de construire ou l'expulsion de résidents de ces implantations. Proposition déjà rejetée par Benyamin Netanyahou. Et surtout, pourquoi je parle de mini-implosion ? Parce que désormais, il y a un troisième larron dans cette discussion. C'est Yitzhak Herzog qui a déclaré qu'à Paris, le projet de 2 États pour 2 peuples était pour l'instant irréaliste ou irréalisable. Une des propos d'ailleurs salués par le conseiller de Moshe Ya'alon. Et vous comprenez bien, déjà, on parle de peut-être de réévaluation de cette coalition. Voilà, coalition qui se déchire. Merci Mathias pour ces précisions. Et cette affaire intervient en pleine vague de violence. L'intifada des couteaux est loin de se terminer. Les attentats et tentatives d'attentats se poursuivent. Hier, c'est une Palestinienne de 13 ans à peine qui a tenté de poignarder un Israélien dans la plantation d'Anatot, au nord de Jérusalem. Cette jeune terroriste a été abattue par un garde civil. Un nouvel espoir dans la recherche contre le sida. 2 scientifiques de l'université hébraïque de Jérusalem auraient fait une nouvelle percée extrêmement importante. Ils ont réussi la rémission du virus dans des cellules infectées. Explication, Benjamin Le Souef. 20 millions, c'est le nombre de victimes décimées par le sida depuis 30 ans, époque de l'identification du VIH. Grâce à l'apparition de nombreux traitements, la vie des séropositifs s'est considérablement améliorée. Des progrès scientifiques, mais aussi la prévention ont permis de ralentir le fléau. Des progrès qui ne doivent pas faire oublier qu'aujourd'hui, on ne guérit toujours pas du sida. Cependant, la recherche continue d'apporter régulièrement de quoi lutter contre le virus, comme ici à l'université hébraïque de Jérusalem. Derrière ces murs, le professeur Asaf Friedler et le professeur Abraham Leuter viennent de faire une nouvelle percée très encourageante. Les cellules ont le potentiel pour reproduire de nouveaux virus si le patient arrête de prendre son traitement. Notre composé tue les cellules qui ont le potentiel de reproduire de nouveaux virus. Et c'est ça qui fait la différence. Ce que nous avons trouvé, c'est une nouvelle méthode pour faire en sorte que les cellules infectées se suicident. On utilise un mécanisme naturel de la cellule qui déclenche la disparition uniquement des cellules infectées. Et donc, les cellules ne peuvent plus produire de nouveaux virus. Et ceci pourrait potentiellement guérir du sida à l'avenir. À l'état d'expérimentation, les scientifiques souhaitent pouvoir valider au plus vite leur découverte et entamer des tests sur des organismes vivants. Dans la recherche sur le VIH, chaque progrès est toujours pris avec la plus grande précaution, tant par la communauté scientifique que par les associations de lutte contre le sida. Mais cette fois-ci, ces dernières accueillent la nouvelle avec enthousiasme, tout en attirant l'attention sur les efforts qu'Israël doit maintenir. Le nouvel traitement agit directement sur l'ADN du virus. Et en cela, c'est effectivement une nouvelle brèche. Les principaux efforts à faire dans le pays, c'est la discrimination envers les personnes séropositives, la discrimination envers certains groupes qui sont liés avec la séropositivité et la prévention. Il faudra probablement attendre avant de voir cette découverte se répandre dans le domaine thérapeutique. La prévention reste le meilleur rempart à l'épidémie. En Israël, on dénombre 7000 porteurs du VIH et on estime que le même nombre de personnes est infecté sans le savoir. En 2011, le sida a tué 1,7 million de personnes à travers le monde. À suivre dans le journal, un mot de cinéma également ce dimanche avec le festival de Sundance qui bat son plein et on s'arrête sur un documentaire consacré à James Foley. Vous vous en souvenez, c'est ce reporter américain décapité par les terroristes de l'État islamique. Un documentaire qui a littéralement bouleversé le public de ce festival indépendant. Il a été accueilli sous un tonnerre d'applaudissements mais également des larmes pour James Foley. On voit ça
ça dans moins de 5 minutes dans le journal sur I24. Restez avec nous.